Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de nous accueillir. Oui, je pense que c'est important de spécifier que le comité sectoriel de main-d'œuvre, qui relève de la Commission des partenaires du marché du travail, dans le cadre de la politique d'intervention sectorielle, a comme objectif premier, effectivement, production, productivité et formation. Et c'est d'autant plus important que on en a parlé, vous avez entendu M. Landry ce matin, on a entendu les conférenciers. La productivité est au cœur des préoccupations des Québécois. Avec tous les changements qui sont en cours de route, notamment dans le secteur manufacturier. Évidemment, le secteur de la métallurgie ne passe pas à côté et ça nous a permis, nous, puisque c'est au cœur de nos préoccupations, au cœur de notre mandat, de travailler à réaliser et à étudier un petit peu l'état de situation en termes de productivité de main-d'œuvre du secteur de la métallurgie. Alors, on a travaillé à élaborer un diagnostic que nous allons vous livrer humblement cet après-midi, on le fait avec d'autant plus de plaisir que ce ne sont pas nos réponses, ce n'est pas notre travail, ça provient des gestionnaires, des représentants du secteur de la métallurgie qui ont répondu aux questions qui ont été élaborées notamment à l'aide d'un questionnaire. Alors, ça s'est fait par le biais d'un questionnaire qui a été adressé en ligne et de focus group, et ça s'est fait en collaboration avec notamment la firme Éco-Sondage et les professeurs Jean Charest et Grégoire Meury du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Donc, on vous livre ces résultats. Revenir un peu et expliquer d'abord ce qu'est le secteur de la métallurgie. Ça représente au Québec 124 établissements, 20 444 personnes en emploi. C'est divisé par 4 sous-secteurs, évidemment, sidérurgie. Il y a un des pôles importants, d'ailleurs, en Montérégie, au niveau de la sidérurgie. Production et transformation d'alumine et d'aluminium. Production et transformation des métaux non ferreux et les fonderies. Alors, évidemment, en ce qui concerne la transformation d'aluminium, on le sait, c'est un des secteurs un des sous-secteurs de la métallurgie les plus importants au Québec et dans certaines régions, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ce qui est important également d'avoir en tête, 50% des entreprises, des établissements du secteur de la métallurgie sont des PME. Les établissements de 200 employés et plus représentent 19% du total des établissements, mais 73% de la main-d'œuvre et 53% des établissements sont syndiqués. Donc, ça nous situe bien. Évidemment, il est question ici de la première transformation des métaux. Donc, il est question de fusion de fonte, essentiellement. Dans le cadre du diagnostic, les gestionnaires ont répondu, ça nous a permis d'établir quelques constats. Un contexte, évidemment, le secteur de la métallurgie évolue dans un contexte économique fragile. On l'a vu, ce n'est pas le seul secteur qui évolue dans un contexte économique fragile. Je pense que l'ensemble des secteurs manufacturiers, quoi qu'il y ait une reprise en cours de route, mais on est dans un secteur où, évidemment, on est influencé par le cours des métaux. Et puis, on verra aussi qu'il y a d'autres facteurs qui viennent influencer notre secteur. Une vulnérabilité des établissements sur le plan du renouvellement de la main-d'œuvre, c'est un deuxième constat qu'on fait. Troisième constat, la formation de la main-d'œuvre est un investissement prioritaire et la concertation, elle, est un atout pour l'avenir. Et ça, c'est au dire des gestionnaires. Alors, dans le contexte économique, je pense que c'est important, dès le départ, de bien la positionner, cette industrie de la métallurgie au Québec. Elle joue et elle occupe un rôle stratégique pour notre économie québécoise. Elle représente près de 2 du PIB du Québec et près de 1 là, à 0,8 du PIB du Canada. 73 des établissements sont implantés en région et génèrent 82 des emplois du secteur. Donc, ça aussi, c'est un chiffre important à avoir en tête, puisque si on imagine qu'elles sont très importantes en région, on peut aussi dire qu'elles sont, quand on calcule les emplois directs et indirects, capitales pour l'économie de certaines régions et de certaines municipalités aussi, et donc incontournables. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est important qu'on l'entretienne bien aussi, cette réalité économique. Bon, Montérégie, je l'ai dit tout à l'heure, Montérégie et Saguenay-Lac-Saint-Jean sont des pôles régionaux. C'est une industrie qui est fortement orientée sur les exportations. 18,3 des exportations totales du Québec passent par la métallurgie et notre principal marché sont les États-Unis avec 80 de nos exportations qui y sont dirigées. Évidemment, on tente d'élargir à d'autres marchés le plus possible. Mais c'est un facteur qui, à mon sens, est directement lié aussi aux secousses économiques qu'on a eues.
Notre orateur, M. Dubé, précédent, nous a bien mentionné que la crise économique qui a eu lieu aux États-Unis et en Europe a évidemment eu des répercussions au Québec, mais à moindre degré. Cependant, il y en a eu. Et dans le secteur de la métallurgie, ça s'est fait sentir en même temps qu'est arrivée la baisse du cours des métaux. Et quand on regarde parallèlement à ça, c'est une entreprise qui transite énormément et qui a affaire, et on parlait des grandes entreprises tout à l'heure, des grandes entreprises, je pense à Rio Tinto, je pense à Alcoa, on peut penser à ArcelorMittal. Alors, tous ces grands-là sont non seulement en compétition avec d'autres établissements, avec les autres entreprises, mais ils sont, dans le cas des établissements, également en compétition avec des établissements au sein de la même entreprise qui se situent ailleurs. Donc, ce sont, en termes de préoccupations organisationnelles et en termes de préoccupations pour la productivité, des réalités avec lesquelles elles doivent composer. Et quand on regarde ça, qu'on additionne et qu'on revient vers les PME, eh bien, les grandes entreprises sont souvent également donneurs d'ordre de PME et au niveau des fonderies de façon plus spécifique. Et donc, si on retrouve et on situe des compétitions là-dessus, qu'on a un problème en termes économiques, qu'on a de la difficulté, bien, vous imaginez bien que l'impact est important non seulement pour l'industrie, mais nécessairement pour les travailleurs et pour l'économie générale du Québec. Donc, on a à cœur d'avoir une industrie qui est forte et en santé. Donc, quand les gestionnaires nous disent que les principaux obstacles sont liés à la croissance, ils les identifient à l'accès au marché étranger, ça s'explique. Et on a aussi en tête le fait qu'il y a de nouveaux marchés émergents, l'Afrique, les pays du Moyen-Orient. Bernard Landry en parlait ce matin, les bons que l'Afrique fait en termes économiques, ça a aussi des répercussions. Les pays du Moyen-Orient possèdent beaucoup d'argent et sont en train de construire des établissements beaucoup plus grands que la paix, avec des capacités de production beaucoup plus puissantes que la P60 ici, construite par Rio Tinto. Donc, il faut avoir également ça en tête. L'accès aux capitaux, là, on pense davantage aux plus petites entreprises et, évidemment, les obstacles liés à la main-d'œuvre. Et là, on tombe, je pense, un petit peu dans le cœur du sujet. Près de 75 des établissements ont vécu une restructuration au cours des 2 dernières années. 75 les 3/4 des établissements dans le secteur de la métallurgie, c'est majeur. Et de ces établissements, on calcule que et c'est ce que les gestionnaires nous ont répondu, près du quart des établissements ne prévoient faire aucun investissement dans les 2 prochaines années. Et pour ceux qui prévoient en faire, ils prévoient le faire à moins de 10 de leur chiffre d'affaires et leur priorité en termes de gestion, organisation de la production et processus d'affaires. Donc, on est vraiment dans le cadre de la productivité. De plus, quand on le regarde et quand on va mesurer leur perception sur leur productivité, les gestionnaires se disent à près de 40 ils estiment avoir une productivité inférieure face à d'autres établissements à l'extérieur du Canada. Donc, ça aussi, je pense que c'est un facteur important à avoir en tête, puisque, comme je le précisais tout à l'heure, très souvent, ils sont en compétition. Les établissements d'une même entreprise peuvent être en compétition avec les établissements situés ailleurs, dans d'autres pays. Donc, le sentiment de négatif face à leur propre productivité, peuvent le sentir aussi avec une pression très forte. Ils doivent livrer des résultats et donc doivent revoir. On l'a vu, 75 d'entre eux ont revu l'organisation de leur production. Alors, deuxième constat. Maintenant, si on y va sur le plan de la main-d'œuvre, une vulnérabilité sur le plan du renouvellement de la main-d'œuvre. Je pense que c'est important de bien situer que les catégories d'emploi qui sont les plus importantes sont au niveau de l'entretien et de la production. Donc, production, c'est 55 et la catégorie d'emploi entretien, c'est-à-dire mécanicien industriel, électromécanicien, etc., 21 Et ce qui a été dit ce matin, ce qui est vrai pour le secteur de la métallurgie comme pour l'ensemble du secteur manufacturier au Québec et comme pour l'ensemble des réalités québécoises, on a une main-d'œuvre qui est vieillissante. Alors, 61 de la main-d'œuvre est âgée de 45 ans et plus. La cohorte d'âge la plus importante entre 45 est située entre 45 et 54 ans. Et la deuxième cohorte d'âge la plus importante est âgée de 55 ans et plus. Alors, c'est une réalité avec laquelle le secteur doit composer, qui n'est pas nécessairement incontournable, qui ne fait pas qu'on se retrouve nécessairement devant un précipice, mais
quand on la combine avec d'autres réalités qu'on va voir tout à l'heure, ça crée une pression. 53% des travailleurs ont cependant 20 ans et plus d'expérience, ce qui en fait aussi, donc, une main-d'œuvre stable, expérimentée. Et on va voir que ça peut devenir également un avantage, éventuellement. La majorité des emplois qui sont offerts dans le secteur de la métallurgie sont des emplois à temps plein. On l'a dit, la main-d'œuvre est syndiquée, majoritairement 53%, et c'est une main-d'œuvre essentiellement masculine à 90%. Alors, évidemment, c'est un secteur qui offre puisque c'est assez bien rémunéré, offre des conditions avantageuses. Cela dit, quand on regarde ça, qu'on calcule, qu'on va mesurer, les gestionnaires nous affirment que leur principale difficulté, qui est identifiée en matière de gestion des ressources humaines, c'est le recrutement. Donc, non seulement on a une population vieillissante, on a de la difficulté parce qu'on a moins de monde, mais aussi peut-être moins d'intérêt, il faudra voir, mais on a de la difficulté au niveau du recrutement. Et au niveau sous-sectoriel, quand on le reprend, c'est 65% des fonderies qui ont de la difficulté à recruter de la relève. Donc, c'est important, c'est majeur, il faudra y voir. Et quand on combine ça avec un autre facteur, on parlait de 50% des entreprises qui sont des PME, eh bien, près de 40% n'ont pas de responsable de ressources humaines ou disposent d'une ressource à demi-temps. C'est un autre impact important. Donc, on a de la difficulté, on a une main-d'œuvre vieillissante, on a de la difficulté à recruter et on n'a pas de gestionnaire pour recruter et pour planifier. Et quand on le regarde, on n'a pas non plus de politique de recrutement systématique et on rencontre des difficultés quand même importantes dans certains métiers qui sont stratégiques, qui reviennent au cœur de la productivité. Mécaniciens, électriciens, qui sont des métiers d'entretien. C'est sûr que si notre équipement ne fonctionne pas, on ne peut pas produire. Les superviseurs qui veillent au quotidien à la production et les ingénieurs qui planifient la production. Alors ça, c'est les 4 métiers qui sont les plus en demande dans le secteur de la métallurgie. Et dites-vous bien que dans le cas notamment des mécaniciens et électriciens, ce n'est pas que dans le secteur de la métallurgie qu'ils sont en demande, ils sont en demande dans l'ensemble des secteurs manufacturiers. Ce qui fait donc en sorte que la pression est très forte et que si on n'a pas non plus de planifier pour le recrutement et qu'on arrive difficilement à en trouver, il vient à un moment donné qu'on est en compétition avec plusieurs secteurs et que là, on va avoir une réelle préoccupation en termes de relève de la main-d'œuvre. Donc, pour la productivité, c'est important, c'est une préoccupation que l'on doit avoir. Et je disais donc qu'on n'a pas de planification. Ici, on l'a noté comme aucune planification de départ à la retraite, mais si on ne planifie pas les départs à la retraite, on ne peut pas planifier non plus le recrutement de la relève. Donc, en conséquence, on est un petit peu coincé. Donc, la planification stratégique de la main-d'œuvre reste un enjeu évident dans les organisations. Et ça, je pense qu'on en a parlé. Il y a des moyens de faire face à ces défis-là. Cependant, c'est important qu'on sache que dans le concret, dans le réel, pour un des secteurs les plus importants en termes économiques au Québec, c'est un enjeu concret et immédiat. Donc, consolider le positionnement de l'industrie face à la compétition étrangère en faisant de la main-d'œuvre un avantage concurrentiel et répondre aux défis du renouvellement de la main-d'œuvre constitue des préoccupations évidentes pour les gestionnaires. Troisième constat, formation de la main-d'œuvre est un investissement prioritaire, ça va de soi. Alors, d'abord, ce que les gestionnaires nous disent, on vient de le dire, on vient de le mentionner, l'offre de diplomation, elle est insuffisante. Et ce que les gestionnaires nous disent, et c'est vrai qu'ils nous disent à plusieurs niveaux, ils nous en ont fait mention allègrement lors des focus group, ils continuent à le maintenir, on se les arrache, et de façon plus particulière lorsqu'on parle des mécaniciens et des électriciens. Donc, la compétition, comme je disais tout à l'heure, elle est installée, elle est là, mais on a un besoin réel d'électriciens et de mécaniciens. Donc, c'est important de quantifier précisément les besoins de l'industrie, mais c'est important qu'on assure le bon arrimage entre l'offre de formation et la demande de l'industrie. Donc, ce qui est important aussi d'avoir en tête, ce n'est pas la qualité de la formation initiale qui est remise en cause, mais bien la quantité. On parlait de méthode Toyota, on n'est pas tout à fait dans le même modèle, mais il n'en reste pas moins que quand on fait le lien avec la formation et les méthodes de formation continue comme pratique, eh bien, la transmission des connaissances des travailleurs expérimentés est une pratique qui est extrêmement privilégiée
par les gestionnaires des ressources humaines du secteur de la métallurgie. En fait, c'est 79% des gestionnaires qui affirment préférer cette méthode-là. C'est intéressant, c'est à avoir en tête. Est-ce que cela veut dire qu'on ne veut pas aller à l'externe pour former, qu'on préfère se moduler à notre mode de fonctionnement et prendre notre main-d'œuvre des plus compétentes, des plus expérimentées et s'assurer qu'elles transmettent ce savoir-là à des jeunes qui arrivent? Ou encore, est-ce que ça veut dire que quand on veut innover, puis on a vu au tout début là qu'on est en train de revoir, de restructurer la façon de faire notre productivité, est-ce que ça veut dire que dans cette innovation-là, on n'intégrera pas nécessairement les nouvelles façons de faire, puisque la formation sera faite par des gens qui avaient l'habitude de fonctionner avec d'anciennes façons de faire. Donc, on a là quelques questions qui peuvent être soulevées. Les établissements, évidemment, préfèrent les stages en milieu de travail dans les méthodes parce que vous aurez compris que ça leur permet d'avoir à l'œil immédiatement qui ils pourront embaucher éventuellement. Et un autre phénomène qui est quand même assez important et qui, je pense, dépasse largement les limites du secteur de la métallurgie est un phénomène qu'on a pu constater un peu partout dans les pays de l'OCDE et qui affecte, je pense, toute strate et toute couche de la société, c'est le phénomène du besoin de réaffirmer ou de rafraîchir, c'était le terme que je cherchais, de rafraîchir ce qu'on appelle les compétences essentielles, c'est-à-dire le calcul, lecture et rédaction. Dans bien des cas, les travailleurs qui n'ont pas ou peu à utiliser ces notions de base vont avoir beaucoup plus de difficultés que d'autres qui les utilisent au quotidien. Mais il n'en reste pas moins que c'est un phénomène qui est observé. On parle dans les pays de l'OCDE de près de 48%, je pense, là, de la population qui a besoin de rafraîchir ces compétences-là. Nous, au niveau du secteur de la métallurgie, on s'est dit que c'était intéressant et les gestionnaires nous ont fortement encouragés à offrir un programme de compétences essentielles. Cependant, notre main-d'œuvre est une main-d'œuvre d'action. Ce sont des gens qui travaillent sur la production, ce sont des gens qui n'aiment pas être assis puis écouter des cours théoriques. Ils ont besoin, ils carburent à l'action. Ils ont besoin que l'on leur offre des exemples qui sont immédiats, concrets, tirés de leur quotidien pour qu'ils puissent rapidement faire les liens et pouvoir utiliser un plein avantage de cette formation-là au niveau du rafraîchissement de leurs compétences. De telle sorte que c'est ce qu'on a fait. On a fait un projet pilote, on l'a adapté à la fois en termes d'heures, à la fois en termes de contenu, au secteur vraiment et au profil. Et c'est ça, je pense, qui est important d'avoir en tête. Il faut l'adapter au profil des gens que l'on souhaite former. Et ça a été un succès incroyable. Non seulement ça a été un succès, mais même des gens qui ne croyaient plus ou moins, les travailleurs qui venaient un petit peu à regret dans cette formation, des superviseurs qui ne souhaitaient absolument pas, qui au départ étaient très réfractaires à l'implantation de cette formation-là. Et dans certains cas, c'était la main-d'œuvre qui demandait la formation et les gestionnaires ne voulaient pas, mais dans tous les cas, ça a été une réponse très positive et on nous incite à offrir, et ce n'est pas nous, alors on peut en parler librement, ce n'est pas le comité sectoriel qui lui-même offre cette formation-là, ça se fait par le biais des commissions scolaires. Mais la clé du succès de cette formation réside vraiment dans le fait qu'on a modelé la formation au profil de la main-d'œuvre que l'on souhaitait former. Et ça, je pense que c'est intéressant, parce que tout à l'heure, on parlait d'innovation. On parle d'innovation beaucoup et on dit que c'est souvent la responsabilité des entreprises d'innover. Mais on viendra à la formation, mais je pense que c'est aussi important que ceux qui forment puissent accrocher l'attention de ceux qui sont formés et donc les formateurs doivent également innover et amener des pratiques intéressantes qui se profilent et qui se modèlent parfaitement au profil de la main-d'œuvre qui est formée. Concertation, c'est un atout pour l'avenir. On est heureux que les gestionnaires du secteur de la métallurgie le constatent. Pourquoi? Parce que, d'une part, ça permet d'identifier des enjeux communs. On l'a dit, on l'a spécifié, compétences essentielles, rafraîchir les compétences de base, c'est un outil extrêmement important et efficace pour
pouvoir, en fait, c'est la clé de la porte pour ouvrir sur d'autres formations beaucoup plus techniques, beaucoup plus précises. Donc, une entreprise qui veut intégrer des programmes de formation doit d'abord commencer par s'assurer que les employés qui vont être formés vont bien intégrer l'ensemble des informations qui leur sont données parce qu'ils ont les clés, les compétences pour lire et compter, d'une part. D'autre part, l'intervention, quand on parle d'enjeux communs, nous, ça nous a permis d'établir ce programme-là, de le rendre, de l'offrir par le biais des commissions scolaires aux différentes entreprises de notre secteur. C'est populaire, les gens viennent, mais après ça, il y a une autre préoccupation, c'est les autres types de formation. Les entreprises veulent innover, on l'a vu, elles doivent planifier. Une formation, ça se planifie, il y a toute une mécanique. Et on parlait de succès tout à l'heure dans l'innovation et de succès dans les modèles de formation. Bien, 75%, si ce n'est pas plus. Je crois qu'on peut certainement affirmer là, que la planification reste la clé du succès et que toute l'ingénierie autour de la mécanique, du moment où on va former, du type de formation, de la façon dont on va former et la façon dont on va implanter après ça les nouvelles mesures au sein de l'organisme, de l'organisation, va faire en sorte que les travailleurs formés vont pouvoir rapidement mettre en pratique les éléments et qui vont être bien encadrés, mais tout ça, c'est une mécanique qui se calcule et l'ingénierie de la formation doit tenir compte de tous ces paramètres-là pour qu'elle soit bien implantée dans une entreprise. Et en ce sens-là, c'est, selon les observations et ce que l'on a pu voir, une mécanique extrêmement importante. Donc, nous, on se dit, quand on se concerte, ça nous permet justement d'échanger sur ces pratiques-là et de tirer des conclusions de notre secteur. Et peut-être, je suis convaincue que c'est aussi les mêmes conclusions dans d'autres secteurs manufacturiers, mais peut-être que ça peut être mis à contribution de l'ensemble des gens pour s'assurer qu'on puisse travailler dans le sens d'une formation plus efficace pour les secteurs économiques. Donc, la recherche, l'amélioration de la productivité génère des pratiques innovantes. Je parlais également de comment on peut faire soutenir les sous-secteurs, les établissements qui ont la volonté d'investir dans la formation. Une des pistes est peut-être de s'assurer qu'on puisse offrir également des formations innovantes. L'innovation n'est pas la responsabilité que de l'établissement, mais également des formateurs. Donc, comment s'assurer qu'il y a un mécanisme qui colle parfaitement et qu'on modélise adéquatement la formation au profil des employés qui seront formés. Alors, il y a cet aspect-là, mais je pense également plus largement, et je vais vraiment élargir, on a aussi une responsabilité collective, tout le monde. On a parlé beaucoup tout à l'heure de formation, de l'importance d'avoir accès à la formation. M. Landry nous a parlé de l'évolution de notre société en termes de formation, de l'accessibilité des formations universitaires, et tout ça reste très vrai. Mais je pense qu'on a oublié une chose à travers ça, c'est qu'on a oublié aussi de valoriser les formations de métiers professionnels et techniques. Alors, le recrutement constitue la difficulté principale des établissements en matière de gestion des ressources humaines. On se questionne aussi sur comment soutenir l'industrie pour favoriser une plus grande attraction et rétention de sa main-d'œuvre. On se dit que la formation permet et contribue à la rétention de la main-d'œuvre, mais encore faut-il qu'elle devienne une pratique vivante dans l'ensemble de nos institutions. Et comment outiller les PME de manière à établir les pratiques continues en matière de GRH? On l'a vu, si on ne peut pas planifier adéquatement la gestion des ressources humaines, ben, en fait, on n'est pas capable de répondre aux besoins immédiats et on sera constamment, au lieu de planifier, on sera constamment dans un sentiment d'urgence au niveau de notre production, mais on ne pourra jamais voir venir au plus loin, planifier plus loin pour déterminer le chemin sur lequel on doit atterrir. Alors voilà, l'offre générale de formation initiale pour les métiers stratégiques est insuffisante. Alors on disait, j'en ai fait mention, comment s'assurer de favoriser une meilleure adéquation entre l'offre de formation et les besoins de l'industrie. Voilà, c'était un peu les réponses que les gestionnaires du secteur de la métallurgie ont données aux questions qu'on leur a posées. J'espère que ça vous a donné un peu de matière aussi à réflexion. Bravo!